Ça vous dit de parler synapse et transmission synaptique? Parce que moi ça me parle bien. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de la saga Physiologie de Passe à Passe, la chaîne de podcast qui vous aide à réviser votre parcours d'accès santé spécifique ou éventuellement votre licence d'accès santé, ou peut-être que vous êtes juste intéressé par les études médicales et les études de santé, et auquel cas, bienvenue. Aujourd'hui, on est donc dans la saga Physiologie, épisode 3, on va parler de la transmission synaptique. On y va. Alors, avant de parler de la transmission synaptique, première question, c'est quoi une synapse? Alors, la synapse, c'est soit une synapse neuronale ou neuromusculaire ou neuroglandulaire. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Une synapse, c'est une zone d'échange d'informations. On va prendre ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux. L'unité élémentaire du système nerveux, eh bien c'est le neurone. Le neurone c'est quoi? C'est une cellule, donc une cellule du corps humain, une cellule eucaryote avec un noyau, avec des organites. Mais c'est une cellule qui est extrêmement différenciée. Vous pouvez vous amuser à regarder un peu la forme sur Google, ça a une forme extrêmement spéciale. Il va y avoir un corps cellulaire, c'est-à-dire là où il y a le noyau et le cytoplasme qui l'entoure, mais il va y avoir des prolongements très particuliers aux neurones, des petits prolongements qu'on va appeler les dendrites, et un grand prolongement qu'on va appeler l'axone. Et au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du système nerveux, il faut que l'information puisse tout simplement voyager et se transmettre d'un neurone à l'autre, ce qui est assez logique. Et cette synapse-là, c'est la zone d'échange. Si vous essayez de visualiser ça comme un parcours de relais où il y a quelqu'un qui court et puis il donne le bâton à celui de devant, qui donne le bâton à celui de devant, c'est ça. Vous devez transmettre une information et neurone après neurone, vous vous amusez à transmettre cette information, mais il faut réussir à passer le relais, à passer le bâton du neurone 1 au neurone 2, puis du neurone 2 au neurone 3, etc., etc. Et la synapse, c'est tout simplement cette zone d'échange entre les neurones, entre le neurone 1 et le neurone 2. Bien. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Quel type de zone d'échange je peux avoir? Eh bien, soit les neurones sont en contact physique direct, c'est-à-dire que les deux cellules ont un contact physique, donc il y a un contact du neurone 1 vers le neurone 2, soit au contraire, les neurones ne sont pas directement en contact physiquement l'un de l'autre. Et donc, en fonction de ces deux situations, on va distinguer la synapse électrique, les deux neurones sont en contact direct, et la synapse chimique, les deux neurones ne sont pas en contact direct. Alors, on va tout de suite préciser l'évidence, c'est peut-être pas forcément évident d'ailleurs, on va surtout, et voire même uniquement parler de la synapse chimique, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de contact direct. La synapse électrique, j'ai envie de dire, c'est un peu un conte de fées, quoi, voilà, tout va bien, donc il y a le contact direct, ils se transmettent l'information, comme ça on a dit qu'une synapse électrique, donc il va y avoir une transmission de l'information par voie électrique, on va comprendre juste après pourquoi, alors que de l'autre côté, c'est par voie chimique. On va surtout, voire exclusivement parler de la synapse chimique. Maintenant, on va comprendre pourquoi. C'est quoi le lien avec l'électrique? C'est quoi le lien avec la chimique? Avec la chimie. Eh bien, autant je parlais de la course où on s'amusait à se donner le bâton comme ça du courroux 1 au courroux 2, autant les neurones ne peuvent pas se donner le bâton. Il faut quand même qu'ils trouvent une façon de pouvoir communiquer. Les neurones, ça reste des cellules, donc ils n'ont pas des méthodes extrêmement développées de communication. Et donc ils font avec ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils ont quelque chose qu'on appelle une différence de potentiel membranaire. Ça veut dire quoi? Alors, on va faire un petit zoom au niveau de la cellule. La cellule, eucaryote, il y a un noyau, il y a un cytoplasme, super, tout va bien, si tu connais la chanson, tape dans tes mains. Donc, au niveau de la cellule, il va y avoir ce qui permet de délimiter tout simplement la cellule, le mur qui l'entoure, c'est ce qu'on appelle la membrane plasmique. La membrane plasmique qui est constituée d'une bicouche lipidique hydrophobe qui permet de compartimentaliser l'espace intracellulaire et l'espace extracellulaire. C'est ce qu'on a vu dans le cours 1 en physiologie sur les compartiments liquidiens. Qu'est-ce que fait la membrane plasmique? Elle délimite l'intra et l'extracellulaire. Ok, super, merci Einstein. Mais plus dans le détail. Elle permet de délimiter deux espaces, mais ces deux espaces n'ont pas la même nature. Pourquoi je parle de pas de même nature? Parce que les solutés qu'il y a dedans ne sont pas les mêmes. Par exemple, si vous parlez du sodium, l'ion Na+, le sodium va être surtout présent au niveau extracellulaire. Si vous parlez du chlore, ou du chlorure d'ailleurs, le chlore, donc le Cl-, il est surtout présent au niveau extracellulaire. Mais si vous parlez d'autres ions, comme par exemple l'ion potassium, K+, à ce moment-là, lui, c'est surtout au niveau intracellulaire qu'on le retrouve.
Et donc il va y avoir comme ça une différence de répartition des différents éléments. Comme vous l'avez vu, ce sont des éléments qui sont chargés, hein. Na+, K+, Cl-, etc. Et donc au final, il ne va pas y avoir la même quantité d'ions plus d'un côté et de l'autre. Et donc, je vous abrège les calculs un peu chiants, avec Gibbs de Nunn, mais en gros, il va y avoir une différence d'un point de vue potentiel de membrane, parce qu'il n'y aura pas la même répartition en charge d'un côté et de l'autre. Et donc, je vais vous spoiler un petit peu, on a plus de charge moins au niveau intracellulaire qu'au niveau extracellulaire. Et donc, par convention, on a dit que le niveau de la membrane, c'est 0, et quand on est en intra, on est en dessous. On est aux alentours de moins 70 millivolts. Pourquoi ? Millivolts, c'est pour calculer un courant électrique, et on parle des différents ions qui génèrent un courant, enfin les différents ions qui peuvent donc permettre de comptabiliser ce qu'on appelle le potentiel de repos. C'est-à-dire que la cellule, elle est comme ça, elle fait chier personne, personne ne la fait chier, elle ne bouge pas. On est dans cette situation de différence. Je n'ai pas autant d'ions négatifs à l'intérieur qu'à l'extérieur, j'ai cette différence, j'ai cette ségrégation, cette discrimination, vous appelez ça comme vous voulez, et donc il va y avoir moins 70 millivolts. Donc, le niveau de la membrane, 0, à l'intérieur de la cellule, moins 70 millivolts. Pourquoi est-ce que je précise ça ? Je précise ce qu'est cette situation à l'état initial, je précise ce potentiel de repos, pour pouvoir par la suite parler du potentiel d'action. Et oui, tout fait sens. Pourquoi je vous parle du potentiel de repos ? Pour vous faire comprendre qu'il y a une différence de potentiel à l'état initial. Ok, soit. Lorsque le neurone 1 va venir me transmettre l'information, c'est pas un coureur aux Jeux Olympiques de Paris qui est en train de courir. Cette information, c'est tout simplement la transmission du potentiel d'action. Et maintenant, on va zoomer. C'est quoi le potentiel d'action ? Eh bien, le potentiel d'action, il existe grâce à, écoutez bien ce mot, la dépolarisation membranaire. Ça veut dire quoi ? Encore une fois, on reprend les mots, on les coupe comme ça en petits morceaux et ça devient tout de suite plus facile. Merci Descartes. Donc la dépolarisation, ça veut dire que vous avez déjà une polarisation, une polarité. C'est quoi la polarité ? Une molécule polaire, c'est une molécule qui a un côté plus, un côté moins. La Terre a deux pôles, le pôle sud et le pôle nord. Donc quand vous parlez de quelque chose qui est polaire, ça veut dire qu'il y a un côté quelque chose et un côté quelque chose. Donc si je vous parle de la dépolarisation, ça veut dire que je vais venir renverser cette situation de pôle. Et donc, au lieu d'avoir le moins à l'intérieur et le plus à l'extérieur de la cellule, je vais avoir une dépolarisation. Donc, je vais venir, hop là, mettre sans dessus ce système de répartition. Et donc, la dépolarisation, c'est quoi ? La dépolarisation membranaire, c'est un phénomène cellulaire, électrochimique, qui permet d'expliquer, enfin, c'est pas qui permet d'expliquer d'ailleurs, c'est la cause, qui fait que à un niveau de ma membrane, je vais avoir ponctuellement plus à l'intérieur de la cellule et moins à l'extérieur de la cellule en termes de charge. Et donc si jamais je regarde mon potentiel membranaire, je ne suis pas à moins 70 millivolts. Je suis à des valeurs même positives. Donc je démarre à moins 70 millivolts et j'ai cette dépolarisation. Je monte à moins 50, je monte à moins 20, je monte à 0, je monte à plus. Et donc je dépolarise. Encore une fois, il n'y a pas la magie du Saint-Seigneur, on est en train de parler de chimie, donc tout a une raison. Comment expliquer cette dépolarisation ? On démarre d'une situation où j'ai un moins à l'intérieur et un plus à l'extérieur. Ça veut dire qu'on s'est amusé à faire la liste, on a pris comme ça un petit papier et on a noté tous les composés, le stylo il fait un drôle de bruit, tous les composés chargés plus et les composés chargés moins qu'il y avait au niveau extracellulaire, et tous les composés chargés plus et chargés moins qu'il y avait au niveau intracellulaire. Ok. Si jamais je vous dis qu'il y a une dépolarisation, ça veut dire que j'ai, entre guillemets, perdu de mon moins. J'ai pas fait maths sup, mais normalement, il n'y a que deux façons. Comment vous faites pour perdre du moins ? Soit vous perdez des charges négatives, soit vous gagnez des charges positives. C'est comme si je vous dis, votre situation financière globale fait que vous êtes dans le moins. Comment vous faites pour sortir du moins ? Soit vous gagnez de l'argent, vous faites un plus-plus, soit vous perdez, entre guillemets, de la dette, et donc vous faites un moins-moins. Les amis de mes amis, c'est comme les ennemis de mes ennemis. Plus et moins, ça fait kiff-kiff. Donc, le phénomène de dépolarisation, ça veut dire que je monte au niveau du potentiel de membrane.
Et comment est-ce que j'explique que je monte au niveau du potentiel de membrane? Eh bien, c'est permis grâce à l'entrée des ions Na+, au niveau de la cellule. Ce qui est logique d'ailleurs quand on y pense. Les ions Na+, ce sont des charges plus, elles rentrent massivement au niveau de la cellule, j'entraîne une entrée de charge positive au niveau intracellulaire, alors qu'au niveau intracellulaire, normalement, j'étais censé être plus ou moins négative. Donc là, je viens me prendre une invasion de charge plus, je suis plus vraiment le plus négatif. Je prends le dessus, entre guillemets, d'un point de vue potentiel de membrane, plus au niveau intracellulaire qu'au niveau extracellulaire. Et j'ai ce qu'on observe, donc, la dépolarisation. Mais la dépolarisation, elle va pas durer 15 ans, parce que sinon ce serait ça la situation initiale. C'est une situation de potentiel d'action, j'ai une dépolarisation, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais après je vais commencer à rentrer dans une phase de repolarisation. Oh non, une phase de repolarisation. Eh bien à ce moment-là, je redescends en dessous de là où je suis, donc je suis en train de me rapprocher de la situation du moins. Encore une fois, c'est un peu comme l'exemple du début, mais vous prenez l'inverse. Comment vous faites pour perdre? Donc vous avez un patrimoine financier, économique, ce que vous voulez. Si maintenant vous retrouvez à diminuer, il y a deux façons de le faire. Soit vous dépensez de l'argent, soit vous prenez de la dette. Enfin bon bref, c'est un peu bizarre à dire, mais soit vous faites plus moins, soit vous faites moins plus. Soit vous prenez quelque chose qui vous coûte de l'argent, soit vous perdez quelque chose qui vous en coûte. Mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans un cas comme dans l'autre, on se retrouve à baisser. Et cette repolarisation, dites-vous qu'elle va descendre même un peu plus loin que ce avec quoi j'avais commencé, donc je vais me retrouver encore plus bas que la situation initiale, c'est ce qu'on appelle la phase d'hyperpolarisation. Et cette phase de repolarisation, etc., est notamment due à la perte de charge positive. Quelle charge positive? Le potassium K+. Donc, ce phénomène de dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation, ça permet d'expliquer qu'il va y avoir un potentiel d'action qui va se propager comme une vague tout au long de l'axone de ma cellule. Et donc mon neurone 1, il a ce potentiel d'action. Et c'est ce potentiel d'action-là qu'il va tâcher de transmettre au neurone 2. Maintenant qu'on a compris les grandes lignes, on va rentrer dans les réjouissances. La synapse. Le neurone 1 a donc ce potentiel d'action. Ce potentiel d'action va se propager tout au long de l'axone. Il arrive au niveau de la terminaison, c'est ce qu'on appelle le bouton terminal. Au niveau de la terminaison de l'axone, je suis dans une synapse chimique, donc je vais avoir besoin d'avoir une transmission chimique. Dans le cadre de la première synapse, la synapse électrique, terminé, bouclé, c'est plié. Il ne faut pas non plus chercher 15 ans. La transmission se fait tout au long de l'axone, et hop là, elle passe à l'autre cellule. Bah oui, si jamais vous faites un courant électrique, si jamais vous avez plein de matériaux comme ça qui sont collés et qui sont conducteurs, le courant va passer. Mais si jamais vous prenez votre courant électrique et puis vous faites un trou au milieu et vous mettez les deux fils comme ça à distance, l'électricité fait que vous devez être dans une continuité physique. S'il n'y a plus de continuité, vous ne pouvez pas faire la transmission du courant. Et donc c'est exactement ce dont on va parler dans la synapse chimique. Voici donc la question à 1 million d'euros. Comment faire pour permettre de transporter, de diffuser une information qui a une nature électrique alors que je n'ai pas de continuité physique? Et là, franchement, quand on y pense, la nature, elle est quand même bien foutue. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la synapse chimique? Donc j'ai ma dépolarisation qui arrive encore une fois au niveau du bouton terminal, c'est-à-dire la terminaison de l'axone. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la terminaison de l'axone? Alors je précise, là je suis dans la synapse neuroneuronale. On parlera après de la synapse neuromusculaire et la neuroglandulaire, flemme parce qu'on n'en parle quasiment pas. Au niveau de la synapse neuroneuronale, j'arrive à la fin de mon neurone 1. Je suis proche du gouffre, je suis proche du vide. Le vide ici, ce sera l'espace qu'il va y avoir entre les deux neurones. Ce sera donc la synapse. Et plus exactement d'ailleurs, la fente synaptique. Je m'approche du précipice. Comment je fais pour transmettre mon information? Eh bien, le potentiel d'action qui va venir se propager jusqu'au niveau du bouton terminal va permettre de faire rentrer des ions calcium. Nouveau protagoniste. On a vu le Na+, on a vu le K+, maintenant on va parler du calcium. Alors, je vous le donne dans le mille, je vous le dis tout de suite, comme ça va aller plus vite pour le cours couplage, excitation, contraction. Le calcium, c'est grosso merdo ce qui permet l'excitation. Que ce soit l'excitation neuronale avec la transmission d'un potentiel d'action, ou que ce soit l'excitation contractilité au niveau du muscle. En gros, c'est le calcium qui permet d'avoir la fonction du tissu musculaire et du tissu nerveux, donc vive le calcium.
Le calcium va donc rentrer au niveau du neurone. Il va y avoir un influx de calcium. Influx, ça commence par IN. IN comme in. Influx, je rentre. Efflux, ça commence par E comme exit, extérieur, donc je sors. Le calcium va rentrer dans les cellules, donc j'ai un influx de calcium au niveau intracellulaire. Bon, je me répète un peu. Et ce calcium va permettre l'exocytose des vésicules de neurotransmetteurs. Bon, on va préciser les mots que je viens d'employer. L'exocytose, encore une fois, faut pas avoir inventé l'eau chaude, vous vous amusez à prendre le mot, vous le découpez un peu, éventuellement vous regardez les origines du mot en grec, en latin, en romain, ce genre de truc, et ça devient tout de suite plus facile. L'exocytose, exo comme exit, donc je vais le faire sortir, d'accord. Cytose, je vais le faire sortir de la cellule. Donc l'exocytose de quoi? Des vésicules. Les vésicules, ce sont ces petites zones contenues au niveau de la cellule qui contiennent des composés. Pas forcément d'ailleurs. Donc l'exocytose des vésicules, d'accord, et les vésicules qui contiennent quoi? Des neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs, donc l'acronyme ça fait NTM. Bon, si vous voyez dans votre poly de physiologie l'acronyme NTM, c'est pas le prof qui est en train d'insulter votre daronne adorée, hein, c'est juste pour parler des neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, ou éventuellement les neuromédiateurs, ce seront des molécules contenues au niveau de nos braves vésicules. Ouais, ça rime, ça rime, bon bref. Qui seront donc contenus, on s'amuse pour rien du tout quand il est minuit passé, contenus dans les vésicules, et qui vont venir être libérés au niveau de la fente synaptique une fois que l'influx de calcium aura eu lieu grâce à la dépolarisation entraînée par la transmission du potentiel d'action jusqu'au niveau du bouton terminal. Voilà, on a compris comment ça marche. Enfin, je dis on a compris que la première partie. On a vu comment on finit la saison 1, maintenant comment ça marche la saison 2. Le neurone numéro 1, il a fait son boulot. Il y a eu la dépolarisation qui a entraîné l'influx de calcium, qui a entraîné la libération des vésicules qui contenaient des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs sont libérés au niveau de la fente synaptique. Et là, le premier neurone a fait son boulot. Mais comme je vous l'ai dit au début, après cette fente synaptique, après cet endroit où il n'y a rien, il y a un deuxième neurone. Ce qui me permet tout de suite de faire une appellation que j'aurais peut-être dû faire un peu plus tôt. Le premier neurone, ce sera le neurone qui aura avant cet espace, avant la synapse. Et donc le premier neurone, c'est ce neurone qu'on appelle le neurone présynaptique. Pré pour avant, précédent. Alors que le deuxième neurone, c'est celui qui est en aval de la fente synaptique, et donc c'est le neurone qu'on appelle le post-synaptique. Donc le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique, des fois pour faire vite on dit le neurone pré et le neurone post parce qu'on n'a pas le time, ce sont les deux neurones qui se font face au niveau de la synapse. Donc pour le neurone présynaptique, terminé, bouclé, c'est plié, on a vu comment ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du neurone postsynaptique? Parce que lui pour l'instant il n'y a rien du tout. Il n'y a ni dépolarisation, ni potentiel d'action, il n'y a rien. Alors oui, il n'y a rien pour l'instant, mais oh, que vois-je? Je vois qu'il y a des neurotransmetteurs qui ont été libérés au niveau de la fente synaptique. Je vois donc qu'il y a des molécules. C'est de la chimie. C'est pour ça qu'on parle d'une synapse chimique. Parce que j'avais un messager électrique qui a permis de passer un message chimique grâce au calcium qui a permis la libération des vésicules qui contenaient les neurotransmetteurs. Et donc ces neurotransmetteurs, il y a le glutamate, il y a le GABA, il y a l'acétylcholine, la noradrénaline, la sérotonine, la dopamine, bref, il y en a plein, on va les voir après. Et ces neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils sont libérés au niveau de la fente synaptique? Eh bien, qu'est-ce qui leur fait face? Ce qui leur fait face, c'est le neurone post-synaptique. Et oh, jour de joie, le neurone post-synaptique possède des récepteurs à ces neurotransmetteurs. Donc le neurotransmetteur, je dis n'importe quoi, le glutamate, ça aurait pu être l'acétylcholine, ça aurait pu être la noradrénaline, ça aurait pu être le GABA, ça aurait pu être autre chose, va se fixer au niveau du récepteur postsynaptique. Donc le récepteur au GABA va venir fixer le neurotransmetteur GABA, le récepteur au glutamate va venir fixer la molécule glutamate, donc le neurotransmetteur glutamate, le récepteur à l'acétylcholine va venir fixer l'acétylcholine, bon bref, vous avez compris un peu comment ça marche. Et le récepteur, une fois qu'il aura fixé son ligand naturel, la molécule avec laquelle il se lie, ligand comme liaison, comme lié, bon bref, le récepteur au glutamate, il va fixer le glutamate, le récepteur au GABA, il va fixer le GABA, le récepteur à l'acétylcholine, il va fixer l'acétylcholine, vous avez compris un peu comment ça marche. Et une fois qu'il y aura cette fixation,
j'aurais réussi mon pari, j'aurais réussi mon coup. J'aurais réussi à passer d'une information qui était exclusivement au niveau du neurone 1 vers le neurone 2. Et au niveau du neurone 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fixation du neurotransmetteur à son récepteur va entraîner des réactions. Donc ça peut être des phosphorylations, bon bref, c'est très souvent des phosphorylations d'ailleurs. Ça dépend du récepteur, si c'est un récepteur canal, si c'est un récepteur couplé à une protéine G, RCPG. Bref, toute la partie sur les récepteurs, on va le faire dans un cours à part. Mais en gros, la fixation du ligand sur son récepteur va entraîner quelque chose. Et ce quelque chose, devinez c'est quoi? La dépolarisation. Et donc, le potentiel d'action. Et donc, le potentiel d'action que j'avais au niveau du neurone 1 a réussi à passer au niveau du potentiel. A réussi à arriver au niveau du neurone 2. C'est l'équivalent à peu près de prendre la voiture de Paris jusqu'à Lille ou de Paris jusqu'à Dunkerque, ou je sais pas où exactement ça se fait. Donc là, je suis sur la terre ferme, je suis dans le neurone 1, je voyage en voiture, et puis une fois que j'arrive devant la Manche, je suis dans la synapse. J'ai envie d'aller au Royaume-Uni, le Royaume-Uni, c'est la terre ferme, la France, c'est la terre ferme, dans la même façon que le neurone pré et post, c'est des cellules, mais ils sont espacés par la fente synaptique, de la même façon que nous, on est espacés par par la Manche, quoi. Donc, j'ai pris ma voiture jusqu'au nord de Paris, enfin jusqu'au nord de la France, pardon, et une fois que j'arrive au nord et que je peux plus continuer avec ma voiture, je prends le Châteauroux, quoi. Enfin bon, bref, je prends le truc là sous la Manche, le tunnel sous la Manche, et une fois que je sors du tunnel sous la Manche, là, je peux reprendre une bagnole. Donc, tant que je suis au niveau cellulaire, je peux faire un message qui se transmet de façon électrique, des polarisations, mais lorsque je suis devant la flotte et que je ne peux pas prendre ma voiture sous l'eau, quoique non, en vérité, on peut mettre la voiture sur un ferry, il me semble. Mais bon, on va pas compliquer l'histoire. Je change mon moyen de transport. C'est exactement ce qui se passe au niveau d'une synapse. Je suis dans la cellule, j'ai une transmission du message sous forme électrique. J'arrive au niveau de la fente synaptique, je ne peux pas faire transmettre l'électricité comme ça dans le vide, dans le vent, ça n'existe pas. Donc, je fais une transmission chimique, juste pour prendre le tunnel sous la Manche, et une fois que j'arrive à Bonport, Bonport en plus, parce que c'est la Manche, bon bref, une fois que j'arrive de l'autre côté, du coup, je vais avoir, rebelote, la création d'un potentiel d'action. Et là, arrive le moment dans l'épisode où je fais la précision. Tous les neurotransmetteurs ne sont pas là pour produire un potentiel d'action. On n'est pas tous gentils. Je vous ai parlé des neurotransmetteurs, il y a le glutamate, la noradrénaline, le GABA. Si je prends l'exemple du GABA, par exemple, j'ai dit 2 fois exemple, le GABA va se fixer au niveau de son récepteur, mais le GABA n'a absolument pas envie de créer un potentiel d'action de l'autre côté. Le GABA n'a pas envie qu'il y ait une dépolarisation. Et donc on comprend tout de suite que les neurotransmetteurs permettent, comme ça on l'indique, de transmettre quelque chose, de transmettre un message. Tous les messages ne sont pas forcément gentils pour dire « Allez, vas-y, tu peux le faire, dépolarise-toi, fais quelque chose, on veut exciter le neurone post-synaptique. » Non, 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 non. Il y a des potentiels qui sont excitateurs et des potentiels qui sont inhibiteurs. Dans votre cours, on va parler de PPSE et de PPSI. PPSE pour potentiel post-synaptique, excitateur pour E, inhibiteur pour I. On va prendre 2 exemples pour voir un peu de quoi ça parle. On va prendre le premier exemple, la fixation de l'acétylcholine au niveau de son récepteur nicotinique. Alors bon, je vais spoiler un peu le cours sur le récepteur, mais le récepteur nicotinique, c'est un récepteur canal. Donc ça veut dire, dès qu'il se fixe, le canal va s'ouvrir. C'est un récepteur canal à quoi? C'est un récepteur canal qui permet de faire passer le Na+. Et le Na+, une fois qu'il va vouloir circuler, il va circuler selon la diffusion passive, merci la loi de Fick, donc de l'endroit où il est le plus concentré vers l'endroit où il est le moins concentré. Et si vous avez une mémoire qui tient pour à peu près 30 minutes, vous vous rappelez qu'au début du cours, je vous avais dit que le sodium était beaucoup plus concentré au niveau extracellulaire qu'au niveau intracellulaire. Donc, lorsque l'acétylcholine est libérée au niveau de la fente synaptique grâce à la dépolarisation qui a permis l'exocytose des vésicules, bref, merci le calcium, l'acétylcholine va venir se fixer sur son récepteur nicotinique, qui est un récepteur canal qui permet de faire passer le Na+. Le récepteur nicotinique s'ouvre, et ce récepteur nicotinique va permettre la circulation par la diffusion passive du Na+. Or, le Na+, étant plus concentré au niveau
extracellulaire qu'au niveau intracellulaire, je vais avoir une entrée de Na+. Le Na+, étant chargé plus, aux dernières nouvelles, je vais donc avoir beaucoup plus de plus qui rentrent que la normale, je vais donc avoir une dépolarisation. Parce qu'encore une fois, je devais être en potentiel négatif en intracellulaire. Donc à ce moment-là, vous allez me dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai ma dépolarisation, j'ai mon potentiel d'action, et c'est génial, on continue. J'ai mon excitation neuronale. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais je prends un autre exemple ? Là, je vous ai donné l'exemple d'une synapse cholinergique, synapse à acétylcholine. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on va parler d'une synapse GABAergique, donc une synapse qui fonctionne avec le neurotransmetteur GABA. Le GABA n'est pas un neurotransmetteur activateur. Non, mesdames et messieurs, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Donc quand le GABA va être relargué au niveau de la fente synaptique à l'issue de l'exocytose des vésicules de GABA grâce à l'influx de calcium, bref, vous connaissez l'histoire, le GABA, une fois qu'il est au niveau de la fente synaptique, va venir se fixer sur son récepteur, comme par exemple le récepteur GABA-A, qui, comme le récepteur nicotinique, est un récepteur canal. Il vient, il se fixe, ça ouvre le canal. Sauf que, et là est toute la différence, ce n'est pas un récepteur canal pour le sodium, c'est un récepteur canal pour le chlore. Tan, 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 tan. Et là ça change tout. Ça change tout pour une raison très simple. On a du Na+, mais on a du Cl-. Donc quand j'ouvre le canal pour le chlore va venir diffuser selon la loi de Fick, donc de l'endroit où il est le plus concentré vers l'endroit où il est le moins concentré. C'est la diffusion passive. Sauf que le chlore est beaucoup plus concentré au niveau extracellulaire qu'au niveau intracellulaire. C'est marrant tous les bruits qu'on peut faire avec la table. Bon bref. Donc quand le canal va s'ouvrir, le récepteur canal, va s'ouvrir, le chlore va faire quoi ? Il va rentrer. Donc c'est-à-dire que je suis déjà à moins 70 millivolts à peu près, et je vais venir me taper dans la gueule des charges moins qui rentrent. Hello, enfin je veux dire, je tombe encore plus bas que terre. Je suis en train de m'hyperpolariser, au contraire. Je vais pas venir essayer de me dépolariser, je rentre encore plus bas dans le potentiel, je descends encore. Donc là, vous pouvez être quasiment sûr que c'est pas un potentiel d'action activateur, c'est pas un truc qui va venir faire une dépolarisation pour permettre de faire un influx de calcium. Que dalle. Au contraire, vous inhibez. Donc, il y a des neurotransmetteurs activateurs et il y a des neurotransmetteurs inhibiteurs qui vont venir créer, respectivement, des potentiels postsynaptiques inhibiteurs et des potentiels postsynaptiques excitateurs. Et ces potentiels, à proprement parler, on peut parler d'une sommation, comme vous avez probablement dû le voir dans votre cours, on va parler de la sommation temporelle et de la sommation spatiale. Bon, c'est des mots compliqués pour dire des choses très banales. La sommation, encore une fois, les mots compliqués, vous les distinguez, vous regardez ce qu'il y a dedans et ça va tout de suite beaucoup plus facile. La sommation, c'est la somme. Ça veut dire l'addition. Voilà, c'est tout. Vraiment, vous remplacez sommation par addition, c'est kiff-kiff. Ils ont mis le mot compliqué juste pour faire genre, mais c'est facile. La sommation temporelle, ça veut dire l'addition temporelle. En d'autres termes, si jamais vous en mettez un, puis vous en mettez un autre, puis vous en mettez un autre, les potentiels vont venir s'additionner. Et si vous parlez de la sommation spatiale, ça veut dire que si jamais j'arrive à avoir un potentiel à ce niveau-là, grâce à mon dendrite numéro 1, à ce niveau-là, grâce à mon dendrite numéro 2, et à ce niveau-là, grâce à mon dendrite numéro 3, je vais avoir une addition de ces potentiels. Donc les potentiels sont additionnables, tant pour les excitateurs que pour les inhibiteurs, tant d'un point de vue de l'espace que d'un point de vue du temps. Et là, je vais faire une précision absolue pour le potentiel d'action. Il obéit à un effet de seuil. Et donc, comme me le disait ma professeure de biologie en 3e, d'ailleurs, Madame Chegrani, si vous écoutez cet épisode, je vous dédicace, merci pour l'amour de la biologie et de la science que vous m'avez transmis, cœur sur vous, c'est la loi du tout ou rien. Soit ça passe, soit ça casse. Donc le potentiel d'action, on peut éventuellement venir s'amuser à jouer sur sa fréquence, mais soit le potentiel d'action existe, soit il n'existe pas. C'est donc cette fameuse loi de seuil, c'est la loi du tout ou rien. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de à peu près, il n'y a pas de machin. Voilà, en gros, c'est comme une élection. Vous pouvez avoir 49,9% des voix ou vous pouvez avoir 0% des voix. Si vous n'avez pas la majorité, enfin si c'est la personne d'en face qui a la majorité, vous avez perdu. Le potentiel d'action, c'est kiff-kiff. Vous pouvez pas vous dire oui mais j'étais presque arrivé à cette zone-là. Pourquoi ça marche pas comme ça ? Parce qu'en vérité, cette dépolarisation, ça permet d'expliquer l'ouverture des autres canaux qui permettent de faire entrer, de faire sortir, etc. Les différents ions. Donc en vérité, soit vous avez une dépolarisation, enfin soit vous avez un potentiel d'action, soit vous l'avez pas.
Et donc c'est intéressant de parler de cette sommation temporelle, de cette sommation spatiale, pour essayer comme ça d'additionner tous les messages, positifs, négatifs, où est-ce que c'est venu, à quel instant c'est venu, à quel intervalle de temps c'est venu. On additionne et on voit la moyenne. Vous avez plus de 10, vous passez en année supérieure. Vous avez moins de 10, vous passez pas en année supérieure. Vous avez ce qu'il faut pour avoir le potentiel d'action, vous avez le potentiel d'action. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour faire le potentiel d'action, vous n'avez pas le potentiel d'action. Et donc ces effets de sommation sont importants pour réussir à prendre en compte l'intégralité de ce qui se passe au niveau du neurone, pour se dire, ok, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? On a donc vu comment ça se passe au niveau d'une synapse. Franchement, tout va très bien, que demande le peuple? En vérité, il y a quelque chose que je vous ai caché. On a parlé du neurone présynaptique, on a parlé de tout ce qui se passe au niveau présynaptique, tatati tatata. On a parlé du neurone postsynaptique, qu'est-ce qui se passe au niveau du neurone postsynaptique, la sommation temporelle, spatiale, patati patata. Il y a quand même un tout petit détail dont je vous ai pas vraiment parlé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la fente synaptique? Bah au niveau de la fente synaptique, il y a les neurotransmetteurs qui sont libérés. Oui Michel, d'accord. Mais c'est tout ce qui se passe. Pas vraiment. Let's back up. Neurones présynaptiques. J'ai mes neurotransmetteurs, ils sont dans mes vésicules, ils sont à l'abri, et bim, un flux de calcium, je viens et je les libère. Ils ne sont plus à l'abri. Ils sont au niveau de la fente synaptique. Et au niveau de la fente synaptique, c'est pas le monde merveilleux de la vésicule où je suis tranquille dans ma petite zone. Je suis dans le milieu je suis dans le milieu extracellulaire, donc je suis au niveau de la fente synaptique. Et au niveau de la fente synaptique, il y a des méchants qui ne veulent pas forcément que je sois là. Ce sont les enzymes de dégradation des neurotransmetteurs. Il y a des enzymes au niveau de la fente synaptique qui viennent dégrader les neurotransmetteurs. Donc acétylcholine, dopamine, sérotonine, noradrénaline, etc. Donc ces enzymes, vous vous doutez bien qu'elles viennent diminuer la transmission. Ces enzymes de dégradation, ça peut être par exemple la monoamine oxydase. Monoamine oxydase, donc elle va venir oxyder les monoamines. Ça peut être la catéchol-O-méthyltransférase. Méthyltransférase, donc elle va venir elle va venir greffer un groupement méthyle au niveau des catécholamines, donc elle va les rendre non fonctionnels. Donc ces enzymes de dégradation, il faut les garder en tête parce qu'elles sont là pour venir détruire mon neurotransmetteur. Il y a quelque chose d'autre aussi que je vous avais pas précisé. À un moment, je vous avais dit, je suis le neurotransmetteur, je suis au niveau de la fente synaptique, qu'est-ce que je vois devant moi? Le récepteur post-synaptique. Ouais. Mais je peux voir aussi le récepteur présynaptique. Je suis une molécule, je suis libéré dans l'espace, je suis pas à Koh-Lanta en épreuve d'orientation. Hein. Je peux très bien regarder ce qu'il y a derrière. Et je peux également me fixer au niveau de récepteurs présents au niveau du neurone présynaptique. Alors je suis d'accord, peut-être que pour vous, that doesn't make any sense. Genre pourquoi est-ce que tu vas venir te fixer sur un récepteur au niveau présynaptique? Déjà, qu'est-ce que le récepteur fout là? Ça n'a pas de sens. Eh bien en vérité si, il y a un sens justement. Le sens, c'est le rétrocontrôle. Il faut se contrôler dans la vie. Donc si jamais le neurone présynaptique, il se retrouve à libérer un petit peu plus de neurotransmetteurs que ce qu'il aurait dû, bah il faut qu'il puisse le savoir. C'est l'équivalent de vous quand vous parlez. Vous vous entendez, bon, en espérant que vous soyez ni sourd ni muet. Bah, si vous parlez, vous vous entendez. Donc vous faites un rétrocontrôle et vous vous dites quand vous entendez parler en mode wow, attends, je parle un peu trop fort, je vais diminuer le volume. Le neurone présynaptique, il fait exactement la même chose. Il parle, il libère les neurotransmetteurs, il y va. Mais si jamais ces récepteurs présynaptiques viennent fixer un petit peu trop de neurotransmetteurs, c'est l'équivalent de se dire, si moi quand je parle j'ai un petit peu trop mal aux oreilles, peut-être qu'il faudrait la fermer, Michel. Eh ben c'est exactement ce qui se passe. Le neurone présynaptique, si jamais il y a trop de récepteurs présynaptiques qui viennent fixer le neurotransmetteur, bah il va fermer sa gueule, tout simplement. Et donc il va y avoir une diminution de la libération des neurotransmetteurs. Et il y a autre chose que je ne vous avais pas précisé. Le neurone présynaptique, vous pouvez lui mettre une petite étiquette jaune, c'est la récup, il recycle. Et donc, c'est pas simplement qu'il peut avoir des récepteurs présynaptiques, il peut avoir des molécules qui lui permettent d'avoir la recapture de ces molécules-là. Et donc, si je viens les recapturer, bah rebelote. Je ne peux pas les laisser flotter comme ça dans mon espace synaptique, au niveau de ma fente synaptique, pour qu'ils puissent venir aller de l'autre côté.
Donc que ce soit les récepteurs présynaptiques ou que ce soit ce qui permet la recapture des neurotransmetteurs, dans un cas comme dans l'autre, vous diminuez la transmission. Et blague à part, on parle comme ça de la transmission synaptique et peut-être que vous êtes en train de réviser votre cours en passe ou éventuellement vous écoutez ça en terminale ou bref, on va dire vous n'êtes pas encore arrivé probablement dans les années, on va dire, supérieures des études et vous vous dites mais qu'est-ce que je me fais chier, moi je veux voir les maladies, je veux voir les traitements. Mais on est en train de parler de ça en fait. Quand je vous parle par exemple de l'épilepsie, vous voyez ce que c'est l'épilepsie? La personne qui fait des crises d'épilepsie, elle commence à partir dans tous les sens, elle fait des crises tonico-cloniques, elle bouge, elle s'agite. Dites-vous que la maladie de l'épilepsie, si jamais je dois faire très simple, c'est un excès de glutamate, qui est un neurotransmetteur activateur, et un défaut de GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur. Donc quand vous comprenez la cause d'une maladie, c'est-à-dire la physiopathologie, vous comprenez tout de suite comment est-ce qu'on fait pour pouvoir la traiter. Donc comprendre la physiologie permet de comprendre la physiopathologie, ce qui permet par la suite de comprendre la pharmacologie des médicaments. Donc si je vous dis que pour un patient épileptique, on va donner une molécule qui permet d'augmenter la transmission GABAergique, c'est parfaitement logique, parce qu'elle n'est pas assez importante par elle-même. Et dans l'autre cas, si jamais, pas dans l'autre cas, par exemple dans une autre maladie, la maladie de Parkinson, si jamais encore une fois on doit faire très simple, c'est pas beaucoup de dopamine et beaucoup trop d'acétylcholine. Donc encore une fois, sans avoir fait maths sup, comment est-ce qu'on fait pour faire un traitement anti-parkinsonien? Soit je fais en sorte d'augmenter la transmission dopaminergique, soit je fais en sorte de diminuer la transmission cholinergique. Et allez, jamais 203, on va parler même d'Alzheimer. C'est quoi Alzheimer si on décide vraiment de zoomer? La maladie d'Alzheimer, ça peut être résumé de façon un peu grossière, avec un excès de glutamate et un défaut, donc il n'y en a pas assez, d'acétylcholine. Et donc comment est-ce qu'on fait pour faire un traitement anti-Alzheimer? On peut faire en sorte d'augmenter la transmission cholinergique, tout comme on peut essayer de cibler le glutamate qui est en excès, donc on va essayer de diminuer la transmission glutamatergique. Enfin voilà, donc on parle des études de santé, voilà, c'est plusieurs années, c'est compliqué, etc. En vrai, de vrai, sur certains points, faut pas avoir découvert la lune non plus, quoi. Je veux dire, ça reste relativement sympa. Il faut comprendre ce qui se passe, savoir ce qu'il y a en trop ou ce qu'il y a en moins, et savoir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir régler. Enfin, je veux dire, c'est le principe du médicament, donner au corps ce qui lui manque et lui retirer ce qu'il n'est pas censé avoir. Une personne qui a un diabète de type 1, elle n'arrive pas à synthétiser l'insuline, il lui manque ça, et je vais lui apporter ce qui lui manque, je vais lui donner de l'insuline. Alors qu'une personne, par exemple, qui a un cancer, il y a quelque chose en elle qui pousse qui ne devrait pas être là, je vais faire un traitement chimiothérapeutique pour pouvoir faire en sorte de détruire la cellule en question. D'ailleurs, blague à part, quand on parle de traitement chimio, alors le mot chimio ça fait peur, chimio ça veut dire c'est un traitement chimique. Donc quand vous prenez un paracétamol, vous avez une chimio à proprement parler. Donc bon, on parle de chimio, c'est pour dire la chimiothérapie anticancéreuse. Mais tous les médicaments chimiques sont de la chimio, quoi. Donc bon, bref. Il faut juste essayer de garder en tête que quand vous comprenez bien le fonctionnement de quelque chose, vous arrivez à comprendre comment on fait pour pouvoir régler quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on doit donner en plus, qu'est-ce qu'on doit donner en moins, et comment est-ce qu'on fait pour plus ou moins essayer d'équilibrer le bordel. Et franchement, si vous essayez de garder cette vision-là dans pas mal de choses, notamment en physio, vous verrez que c'est pas si monstrueux. Que ce soit pour la synapse, que ce soit pour le système tampon, que ce soit pour... Bref, dans pas mal de choses, un peu de réflexion, et ça va mieux. On a donc vu aujourd'hui tout ce qu'il fallait savoir sur la transmission synaptique, neurones pré, neurones post, fente synaptique, récepteur pré, récepteur post-synaptique, tout ce qui se passe au niveau de la fente et ce qui se passe avant et après avec les potentiels d'action, potentiel post-synaptique inhibiteur et potentiel post-synaptique excitateur de l'autre côté. Alors, peut-être que dans votre cours, on détaille un petit peu plus des notions vis-à-vis des neurotransmetteurs, peut-être qu'on parle beaucoup plus au niveau des récepteurs, les différents types de récepteurs, etc. Et peut-être éventuellement qu'on parle de la modulation, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ou pour diminuer la neurotransmission au niveau d'une synapse. Alors, le prochain cours, donc le cours 4 en physiologie, va traiter de la modulation d'une transmission synaptique, donc comment est-ce qu'on fait pour augmenter, comment est-ce qu'on fait pour diminuer, et on va essayer d'avoir quelques petits exemples et quelques noms de traitements, comment faire pour traiter la dépression, comment faire pour traiter la maladie de Parkinson, comment faire pour traiter, bref, pas mal
on va voir les pathologies avec les exemples. Sur la notion des neurotransmetteurs, on va peut-être faire un petit épisode extra, histoire de passer ça en revue. Et concernant les différents récepteurs couplés à protéine G, récepteurs canaux, etc., bon, ça, on va rentrer plus en détail dans le cours à proprement parler en ICM, donc sur les cibles et les mécanismes d'action des médicaments. Donc on va parler des récepteurs, on va parler de toutes les cibles, donc il y aura aussi les enzymes, etc. Donc ce sera un cours, peut-être même plusieurs cours, bien fat, qui vont parler donc du coup de toutes les cibles des médicaments, donc ce sera vraiment un cours très très pharmacodynamique, quoi. Bien. On a donc fini notre 3e cours de physiologie. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, pass.ta.pass. Il y a des votes, il y a des sondages pour éventuellement donner votre avis sur ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez voir. N'hésitez pas à me poser des questions, soit en story, soit en commentaire, soit directement en message privé pour les plus timides. On pourra faire des petites séances de questions-réponses, ou éventuellement je pourrais vous répondre directement avec un petit vocal. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Gardez juste en tête que les épisodes sont d'abord mis sur Spotify, puis ils sont transmis sur les autres plateformes. Donc, histoire d'avoir les cours le plus rapidement, Spotify, ça reste quand même la meilleure option. Et alors, il y a actuellement un peu plus de 100 évaluations, il y a 103 évaluations la dernière fois que j'avais vu, avec à chaque fois 5 étoiles, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Si vous voulez laisser une évaluation sur ce podcast, vous cliquez juste sur les 3 petits points, évaluer le podcast, et vous laissez le nombre d'étoiles que vous voulez. 5, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner et d'activer la cloche pour pouvoir être notifié directement de la mise des prochains épisodes. Bien, on a fini notre cours, je vous donne rendez-vous pour le prochain pour continuer la transmission synaptique, et d'ici là, je vous souhaite bon courage et je vous fais des bisous. Salut!